Bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Europe des communes. Un petit rappel donc pour ceux qui n'auraient pas croisé encore notre chemin. L'Europe des communes, c'est la Commission européenne en France, parce que la Commission européenne est présente en France via des bureaux à Paris et à Marseille. C'est une initiative donc de la Commission qui vise à parler aux collectivités locales, aux élus, aux agents des collectivités locales, et de leur parler d'Europe, mais en partant vraiment de leurs préoccupations. On a tout un tas d'outils qu'on vous invite à découvrir, et au milieu de ces outils, on a bien sûr ces webinaires, ces cycles de webinaires thématiques. On prend un sujet et on essaie d'y donner une lumière européenne et de vous être aussi utile que possible dans vos projets de territoire. Aujourd'hui, on va parler de friches urbaines, friches industrielles et urbaines, voir un peu les opportunités aussi que vous pouvez tirer de l'Europe pour réhabiliter, reconvertir ces sites. On a des très beaux intervenants aujourd'hui, on est très contents. On aura donc Valérie Pouget du côté de la NCT qui nous fera un petit zoom sur notamment les fonds qu'on peut aller chercher du côté de la politique de cohésion pour soutenir des projets de friches. On aura ensuite Camille Eteve, qui est directrice du pôle industrie, aménagement, développement économique à la Banque des Territoires, qui nous fera un zoom sur la boîte à outils que vous avez, vous, sur ces sujets. Et puis last but not least, Raphaël Hakim, donc urbaniste, et qui travaille pour Urban Vitalis, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore entendu parler de ce dispositif. On va zoomer un peu là-dessus, et puis on aura même une petite démo pour comprendre vraiment ce qui est permis par la plateforme en termes d'information et d'accompagnement. Et puis on prendra, alors soit un peu au milieu, soit à la fin, les questions du chat. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat de manière active. On prendra ce qui peut être pris dans le temps qui nous est imparti. Ce qui n'est pas pris maintenant, ne vous inquiétez pas, on a pour pratique de rassembler tout ça et d'en faire ensuite une FAQ qui est mise à disposition en même temps que le replay, en même temps que les slides. Donc voilà, pas de panique, vous aurez tout ça bien comme il faut après coup pour réutilisation. Quelques petits mots quand même de ma part d'introduction un petit peu sur le sujet pour cadrer un petit peu. Slide suivante s'il te plaît. Encore peut-être sur ce dont on va parler. Hein, donc qu'est-ce qu'une friche urbaine ou industrielle? Bon, c'est assez basiquement un espace qui peut être bâti ou non bâti, mais qui en tout cas est artificialisé, anciennement occupé par une activité, typiquement usine, entrepôt, gare. Cette activité a cessé, donc le site il est inoccupé. On ne peut pas le réemployer sans réaménager, sans faire des travaux. Donc il y a cette idée qu'il y a besoin d'investir d'une manière ou d'une autre pour modifier ce site. La friche, elle peut être polluée ou non. Alors c'est un cas qui se présente souvent, mais qui n'est pas forcément toujours le cas. En tout cas, c'est un lieu qui est en attente de réhabilitation et ou reconversion. Alors peut-être premier point de définition, parce qu'en tout cas, quand on pense législation européenne, on le verra, c'est important. On va typiquement distinguer la partie vraiment réhabilitation écologique, c'est-à-dire on vient restaurer les fonctions naturelles du site en termes de biodiversité, de sol, d'eau. Et la partie reconversion, on utilise aussi parfois le terme recyclage, si on pense au fond friche par exemple, où là on va retransformer pour de nouveaux usages, que ce soit du logement, du commerce, etc. etc. Énormément évidemment d'enjeux qui sont associés à ces problématiques de friche, de réhabilitation et de reconversion. Le premier, il est vraiment, j'allais dire, lié à la première partie réhabilitation. On va venir restaurer de la biodiversité, renaturer, mais ça peut être l'état final qu'on a prévu pour cette friche. Mais on peut aussi évidemment utiliser ces espaces pour le développement de nouvelles activités. Là, j'en ai listé certaines, mais je vais dire la liste est aussi longue que la créativité des développeurs de projets locaux pour venir situer des énergies renouvelables, proposer du développement économique, de la revitalisation sociale sous toutes ses formes. Et tout ça, bien sûr, et c'est tout l'intérêt stratégique majeur de ces friches, tout en restant dans un cadre fondamentalement de sobriété foncière, puisqu'on ne va pas venir artificialiser
des nouveaux terrains, mais utiliser des terrains déjà artificialisés. Slide suivante. Alors, puisqu'on est là quand même un peu aussi pour cadrer par rapport à l'Europe, on a zoomé sur quelques textes européens qui ont une certaine pertinence, mais le message à retenir, c'est qu'il n'y a pas de texte européen sur les friches. Vous n'allez pas trouver un règlement européen sur la réhabilitation des friches urbaines ou ce genre de choses. Mais on a quand même un certain nombre de textes qui vont créer des obligations ou des incitations et du coup fournir un stimuli dans le corpus de droit européen pour le développement de ces projets. Alors, 4 textes qu'on a ici mis en avant. Le premier à garder en tête, c'est la DRE, Directive sur la responsabilité environnementale. C'est un texte assez ancien, mais c'est là qu'on va trouver quand même l'idée, le principe pollueur-payeur. Et dans le cas des friches, si un pollueur est identifié, hein, donc ça c'est toujours une condition, on va en tirer une obligation de remise en état écologique du site. Mais évidemment, si on ne sait pas de qui il s'agit, ça ne va pas pouvoir être utilisable en l'état. Et ce n'est pas un texte qui va réglementer la phase reconversion dont on parlait. Donc là, on est vraiment remise en état écologique du site dépollution, mais pas reconversion. Deuxième texte un peu similaire dans son approche, c'est la IED, directive sur les émissions industrielles, où en gros le même principe va s'appliquer à un certain nombre d'installations industrielles de certaines tailles dans certains secteurs, sans rentrer dans les détails, et qui vont avoir des obligations quand même de remise en état du site à l'arrêt de l'activité. Mais là encore, on ne va pas s'adresser dans la législation européenne à la question quand même de ce que doit devenir le site derrière et quelle doit être la reconversion qui est prévue. Troisième texte qu'on voulait mettre en avant, là on rentre dans des choses plus récentes, directive sur la restauration de la nature. Ça dit 2004, mais pardon, c'est 2024. Là, on a un corpus qui vient recréer des obligations, alors assez larges au niveau national, avec une grande flexibilité pour les États d'organiser un petit peu tout ça, mais qui va créer des obligations à restaurer, à rétablir les écosystèmes dégradés, y compris en milieu urbain. Et donc, on a une incitation indirecte à venir renaturer, là vraiment dans une optique de restauration des espaces naturels, un certain nombre de friches qui peuvent présenter un intérêt écologique. Encore une fois, on n'est pas vraiment dans la reconversion en tant que telle. Quatrième texte qu'on voulait simplement que vous ayez en tête, c'est la directive sur les énergies renouvelables dans sa dernière version, donc RED 3 de 2023. Là, on va trouver notamment une obligation pour les États membres de définir des zones prioritaires pour le déploiement des énergies renouvelables. Et là, on a une référence très spécifique aux friches comme étant évidemment comme sites déjà artificialisés, des très bons potentiels pour définir ces zones prioritaires. Donc, c'est pas une obligation telle quelle sur les friches, mais une incitation quand même assez forte à définir ces zones et à capturer dans ces zones des friches dans une large mesure. Petit point de rappel aussi qu'on voulait vous faire avant de laisser la parole à Valérie, qui va vraiment rentrer dans le détail de ce que la politique de cohésion européenne fait en matière de friches. Un rappel quand même que le plan de relance européen aussi est venu financer un certain nombre de projets de friches, parce que on parle souvent, on a beaucoup parlé du plan de relance français, mais en fait, je sais pas, et souvent beaucoup d'entre nous ne le savent pas, mais derrière le plan de relance français, il y a eu, et il y a encore, hein, jusqu'en 2026, beaucoup d'argent européen, c'est 40% à peu près. Sur les 100 milliards, il y a à peu près 40 milliards qui viennent de l'Europe. Et en l'occurrence, le fonds friche a été abondé par l'Union européenne à hauteur de 260 millions d'euros via ce plan de relance européen. Donc voilà, c'était pour rappeler aussi que parfois on va trouver de l'argent européen à des endroits auxquels on ne pense pas forcément. Et c'est le cas du fonds friche qui, du coup, via ce plan de relance, est abondé en partie par l'Europe. Voilà pour les quelques propos introductifs. Je me tourne vers Valérie pour le Zoom politique de cohésion. C'est à toi. Merci Pierre, bonjour à tous. Je m'appelle Valérie Pouget et je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
et je vais vous parler des fonds européens qui sont gérés par les régions françaises. Vous connaissez le FEDER, peut-être même le Fonds pour une transition juste. Bref, tous ces fonds-là, ils appartiennent à ce qu'on appelle la politique de cohésion. C'est la deuxième politique de l'Union européenne en volume financier après la politique agricole commune. Et ces fonds-là sont, pour la plupart, mis en œuvre par les régions françaises. En tout cas, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, pour que vous connaissiez un peu mieux la boîte à outils des régions françaises pour soutenir les, les friches. Je vous propose qu'on passe à la page suivante pour vous dire un petit peu ces 18 milliards, ce budget général. Il se décompose via le camembert, vous voyez à l'écran. L'objectif, c'est que tous nos territoires soient plus intelligents, plus verts, qu'il y ait plus de proximité avec les citoyens. Exactement, la politique de cohésion, c'est les fonds structurels. Je vois que la question est posée dans le chat, ce qu'on appelait les FESI auparavant, FEDER, Fonds européen de développement régional. Donc, ces fonds-là, on va financer une Europe plus verte, tout ce qui va être financement des entreprises, recherche, développement et innovation, pardon, une Europe plus intelligente, une Europe plus verte, tout ce qui va être lié à la transition verte, la préservation de la biodiversité. Et c'est à ce niveau-là qu'on va trouver notre sujet friche. Beaucoup de régions françaises vont se servir de cette enveloppe que vous voyez là, une Europe plus verte à 3,4 milliards, pour financer notamment la renaturation. Aussi, elles vont se servir de cette enveloppe européenne pour financer les projets, ce qu'on appelle Europe plus proche des citoyens. Vous qui, pour la plupart, autour de la table, travaillez dans des EPCI, des métropoles, bref, sur des structures locales, certains d'entre vous ont des petites enveloppes réservataires FEDER que les régions leur ont confiées. Bref, ce milliard d'euros au niveau national qui est vers les territoires et pour les territoires, il y en a une partie qui va servir à soutenir les friches. Et aussi, le deuxième biais, le deuxième axe friche, c'est ce fonds pour une transition juste. 6 régions françaises sont concernées, les régions ultra émettrices de CO2, elles ont 1 milliard pour repenser un petit peu le développement économique de leur territoire et elles vont notamment utiliser cet argent pour financer les friches industrielles. Je vous propose qu'après ce cadre général, on rentre un petit peu plus sur notre sujet 100% friche. Comme je vous le disais, grosso modo, cet argent, ces mesures-là, si les régions françaises l'ont sélectionné, il va servir à financer de la renaturation ou de la réhabilitation de sites qui peuvent être à l'abandon ou qui peuvent être contaminés. On a regardé un petit peu dans le tableur général des données et il y a 278 millions d'euros qui sont dédiés au soutien à la protection des espaces naturels. Donc tout ce qui va être reconquête, on va le dire, soutien en tout cas à la reconquête de la biodiversité, renaturation, protection, restauration, conservation des habitats des espèces et également tout ce qui va être trame verte et bleue. Voilà un petit peu le budget qu'on a vu apparaître très, très simplement, sachant que certaines régions ont aussi confié des enveloppes au niveau local. Donc, on a des fonds supplémentaires pour financer des projets de friches qui sont sur des stratégies territoriales intégrées. Mais je vais peut-être passer plus aux exemples de ce qui se fait dans les régions, ce sera plus illustrant. En Auvergne-Rhône-Alpes, pour vous donner quelques exemples, la région a fléché environ 10 millions d'euros vers la réhabilitation de sites contaminés. Elle vise à le faire à travers du FEDER et à travers le Fonds pour une transition juste sur le département du Rhône et de l'Isère. Idem en Centre-Val de Loire, où là, on a une enveloppe de 10 millions d'euros également sur la réhabilitation de sites contaminés, où là, ça va être également du FEDER qui va être mobilisé. En Grand Est, c'est plutôt du FTJ qui est mobilisé, du Fonds pour une transition juste, dont vous pouvez connaître la visibilité soit par le biais d'appels à projets, ou soit sur le site de la région. On vous a mis de toute façon tous les liens à la fin du diaporama. Bref, là, qu'est-ce qu'on va cibler? Les anciens bassins miniers historiques, Moselle, Meurthe-et-Moselle et Bas-Rhin, pour lequel la région a prévu 5,4 millions d'euros pour soutenir la réhabilitation de friches. Idem en Normandie. Alors là, on est niveau au-dessus. Il y a un peu plus de fonds disponibles. Il y a 23 millions d'euros au travers du FEDER classique
et 47 millions d'euros pour des stratégies territoriales intégrées. Bref, vous, quand vous êtes PCI et que vous avez dit « ce sujet friche est prioritaire chez moi », vous avez les moyens de solliciter directement ces enveloppes disponibles. Les collègues de Bourgogne-Franche-Comté aussi ont ciblé pas mal de fonds locaux sur le soutien aux friches. Et Hauts-de-France, ils sont là aussi, comme Normandie, des champions hors catégorie. Hauts-de-France, qui est la deuxième région artificialisée sur le territoire national. Ils ont prévu 33 millions d'euros sur la réhabilitation de sites contaminés. Juste sur l'île et Amiens, 18 millions d'euros pour les friches. Et puis pour tout le reste de la Picardie et de l'ancien Nord-Pas-de-Calais, il y a 22 millions d'euros qui sont prévus. Il y a 2 appels à projets qui ont déjà été lancés. Ils ont quelques dossiers déjà en instruction. Et il se pourrait qu'ils réouvrent un appel à projet dans les prochains temps. Voilà. Et très simplement, je vais passer très vite sur Nouvelle-Aquitaine et La Réunion, qui mettent aussi des fonds européens sur la réhabilitation de friches. Et le plus illustrant du plus illustrant, ça reste quand même les projets. Donc, je vous propose qu'on voit les pages suivantes pour vous présenter quelques projets qui ont été soutenus sur 2021, sur 2021-2027, qu'on a déjà commencé à piocher dans l'enveloppe actuelle. Le premier projet, c'est à Barentin, c'est entre Yvetot et Rouen. C'est dans une ancienne usine de filature. Toute la cité ouvrière a été refaite et c'est aujourd'hui un parc. Ça s'appelle la friche Badin. Il y a 1 million d'euros de FEDER qui a été mobilisé sur ce projet, aux côtés du fonds friche, qu'a évoqué Pierre tout à l'heure, qui dispose là aussi de fonds européens, ce fonds friche. Et les cofinanceurs, c'est aussi le FNADT pour tous les travaux de dépollution. On a aussi à l'écran un exemple de réaffectation et de reconversion de sites SNCF qui a énormément d'emprise foncière sur le territoire national, sur la communauté urbaine du Havre Seine Métropole, qui j'ai vu autour de la table aujourd'hui. Là, on a 750 millions d'euros de FEDER qui ont été mobilisés sur un projet à 2 millions pour reconvertir cet espace pour le dépôt de tram. Je vous propose qu'on passe à la page suivante. Je voulais juste vous mettre des exemples un petit peu plus rural, même si le rural, des fois, il y a un peu de l'urbain. Très simplement, la commune de Saint-Flour, dans le Cantal, on peut penser que c'est du rural, mais c'est considéré comme de l'urbain dans certaines nomenclatures. C'est pour ça que je me permettais de vous mettre cet exemple à l'écran pour vous dire que en rural, on a des exemples de friches qui sont soutenues. Là, dans le département de l'Ain, un espace en fait touristique, un centre de vacances qui était la possession du département de l'Ain et qui était à l'abandon, qui est finalement maintenant un complexe touristique privé sur lequel 600 millions d'euros de FEDER ont pu être mobilisés sur un total de 1,5 million d'euros d'investissement total pour créer un espace événementiel dans le Haut-Jura. Voilà, c'est à mi-chemin entre Genève et Oyonnax, si vous voulez regarder sur la carte où c'est. Idem dans la banlieue de Pau, ce projet sur la commune de Bordes, où il y avait une friche dans le centre-bourg et 180 millions d'euros 180 000 euros de FEDER ont pu être mobilisés pour le changement d'usage de cette friche et sa réhabilitation en concertation avec la population. C'est vraiment un petit exemple de démocratie locale où maintenant c'est un peu comme un tiers-lieu. On a des espaces de télétravail, de coworking, des petites boutiques éphémères dans cette toute petite ville qui ont été rendues possibles grâce à la mobilisation de fonds européens. Et puis, un dernier exemple, là c'est en cours. On est là en région Nouvelle-Aquitaine, à Rochefort-Océan, une ancienne friche hospitalière qui vise à être reconvertie en pôle de formation et d'enseignement supérieur. Et là, le FEDER, c'est un peu différent des autres échanges. Il a été, des autres exemples, il a été mobilisé plutôt pour des études. Donc, il n'y a pas tout à fait 100 000 euros de FEDER qui ont été mobilisés pour l'étude de préfiguration de la reconversion de cette très grande friche. Voilà un petit peu les exemples, le cadre national, ce que font les régions. Je vous ai présenté que quelques exemples régionaux.
Mais sur la slide à l'écran, vous avez un lien vers tous les programmes des régions et vous avez un contact si vous voulez poser la question à votre région pour savoir s'ils ont fléché des fonds FEDER sur les friches. N'hésitez pas à prendre directement contact avec eux. Merci. Merci beaucoup. C'était, il me semble, très clair. On va, je pense, avancer tout de suite avec, avec Camille et TV pour plonger un peu dans les dispositifs de la Banque des Territoires et puis on prendra peut-être après quelques questions. Merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis en charge des sujets industrie, aménagement et développement économique à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Et donc je voulais vous présenter en effet notre action aujourd'hui en faveur du foncier, à la fois sur le volet financement et enfin foncier et friche bien sûr, et à la fois sur le volet financement et puis aussi les outils digitaux qu'on a créés ou qu'on est en train de créer. Donc pour commencer, sur les outils de financement, on peut aller sur la slide d'après, voilà. En fait, on a une offre assez large de financement de tous les projets fonciers. Donc si vous avez des financements de projets de foncier, de réhabilitation de friches, n'hésitez pas à venir voir nos directions régionales. On a des antennes un petit peu partout dans l'ensemble des territoires. On a plus de 400 collaborateurs qui sont situés hors de Paris. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter avec vous. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a une première offre qui est vraiment une offre sur le portage foncier et sur l'aménagement, où en fait on peut investir, donc on co-investit dans des sociétés de portage foncier de court, moyen et long terme, soit dans des sociétés d'économie mixte, des SEM, ou dans leurs filiales qui sont dédiées à ces sujets fonciers. On peut également investir dans des filiales ou dans des participations d'EPF ou d'EPA, donc d'établissements publics fonciers ou d'établissements publics d'aménagement. Et puis, on peut aussi investir directement aux côtés d'acteurs privés dans des sociétés de projet. Et ça, c'est aussi un autre outil. Donc, on a des outils quand même assez larges et on peut bien sûr investir dans les EPL d'aménagement. Ça, c'est vraiment notre intervention classique où on investit dans les opérations et des actions d'aménagement pour soutenir le développement économique. Alors, comme ma prédécesseuse, moi aussi, j'aime bien parler de projets concrets. Donc là, je vous ai mis deux exemples d'interventions assez récentes sur ces sujets. Donc en 2024, on a investi dans l'EPORA. L'EPORA, c'est l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. Et donc, il y a une filiale de portage foncier qui a été créée dans laquelle l'EPORA a investi à 51% et nous, la Caisse, on a investi à 49%. Et c'est une filiale qui est vraiment dédiée au portage de foncier stratégique à vocation économique. Dedans, il y a 11 sites, notamment des sites industriels. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de développer ces sites et en attendant de les développer, de porter le foncier. Autre exemple, un petit peu différent, c'est un exemple en Bourgogne-Franche-Comté où on a construit, en fait, on a investi en 2020 dans la construction d'un immobilier industriel pour la production de réservoirs hydrogène pour Forvia. Et là, on a investi notamment via une SEM, la SEM CEDIA, dont on est actionnaire à 22%, qui est l'aménageur du Technoland 2 et qui est aussi en charge du foncier pour Forvia. Donc là, c'est deux exemples d'intervention. Et après, sur la page suivante, on a deux autres offres. Vraiment une offre dédiée au redéveloppement de friches, où là, on peut investir avec un ou plusieurs partenaires dans des projets de réhabilitation de friches, en fonds propres ou en quasi-fonds propres, mais on est toujours en minoritaire, dans des sociétés de projet ou via des sociétés d'économie mixte et leurs filiales, et en prêt subordonné quand c'est des SPL. Et donc là, un exemple d'intervention, c'est le projet Usine, qui est un projet qui est en Auvergne-Rhône-Alpes à côté de Lyon, Vénissieux. C'est une ancienne friche Bosch. Et en fait, cette friche a été réaménagée lot par lot, en fait, en préparant des lots pour préparer l'arrivée d'industriels, et d'industriels, notamment d'industries innovantes. Et ça a permis de recréer un écosystème. C'est un projet qui fonctionne très bien et qui aujourd'hui, il y a déjà la moitié du site qui a été développé et l'autre moitié en cours de préparation pour la suite.
Et puis, dernière modalité d'intervention, c'est un prêt, le prêt Gaïa territorial. C'est un prêt pour financer soit l'acquisition ou l'aménagement de parcelles destinées à être vendues, ou alors l'acquisition définitive de foncier pour des opérations de réindustrialisation et pour de la mise à bail. Et donc là, c'est quand même des prêts avec des durées très intéressantes et des taux assez intéressants. Puisque pour tous les sujets de sobriété foncière, c'est un taux à livret A plus 60 points de base, plus 0,60%, sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 80 ans. Et pour la réindustrialisation et le recyclage foncier, c'est duré jusqu'à 60 ans à un taux livret A plus 0,80%. Donc on voit bien que ça peut être des projets, des produits assez intéressants. Ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'on a réouvert, 1 an qu'on a réouvert ce prix Gaïa territorial qui est beaucoup plus large comme modalité d'intervention qu'avant. Donc c'est vraiment un outil qui à mon sens, est aujourd'hui très attractif pour ces sujets de friches et de foncier. Et donc là, on vous a mis un exemple, par exemple en 2020, où on a réhabilité une friche, la friche but à gaz. Donc là, je vous ai présenté nos offres en financement, donc en investissement et en prêt. Et côté Banque des Territoires, on a aussi des outils digitaux qui peuvent vous accompagner sur ces sujets. Donc le premier outil, c'est France Foncier Plus. France Foncier Plus, c'est un outil qu'on a co-développé avec le CEREMA. Et donc, le CEREMA qui va intervenir juste après pour présenter un autre projet. Mais on a co-développé France Foncier Plus ensemble. Et France Foncier Plus, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une cartographie, c'est un outil qui est gratuit, accessible par tout le monde. Vous pouvez taper dans votre navigateur France Foncier Plus et vous y aurez accès directement. Et c'est un outil qui recense l'offre de foncier disponible. Donc en quelques clics, un industriel qui cherche du foncier, il peut être mis en relation avec un ou plusieurs territoires qui proposent du foncier, qui peuvent répondre à ses besoins d'implantation. Donc aujourd'hui, on a 981 sites qui sont disponibles sur France Foncier Plus, ce qui représente 8800 hectares disponibles. 8800 hectares, c'est quand même assez important quand on voit les besoins qu'on estime pour la réindustrialisation. Il y avait le préfet Roland Mouchel-Blaiseau qui avait fait une estimation qui disait que pour qu'on atteigne 12% du PIB dans l'industrie, aujourd'hui on est à 10%, il fallait 22 000 hectares de foncier en plus. Donc là, on en a déjà un tiers. Et donc aujourd'hui, on a 981 sites. Et ces sites, en fait, si vous pouvez aller les voir, ils sont qualifiés. Vous pouvez savoir s'il y a des terrains nus, bâtis, quand est-ce qu'ils sont disponibles. Si un industriel va dessus, il peut savoir qui est la personne à contacter au sein du territoire pour avoir plus d'informations. Et ça permet vraiment une mise en relation entre les territoires et les industriels qui cherchent du foncier. À date, on a eu plus de 28 000 visites enregistrées sur France Foncier Plus, et il y a plus d'une centaine de projets qualifiés qui ont cherché, qui ont été trouvés, qui ont trouvé du foncier grâce à France Foncier Plus. Et donc ça, donc ça, vous pouvez l'utiliser bien sûr pour chercher du foncier, et puis également si vous avez du foncier que vous voulez valoriser, des friches que vous voulez valoriser, ou du foncier qui va être disponible bientôt, que vous voulez valoriser sur ce site, n'hésitez pas non plus à nous contacter pour qu'on l'intègre dans France Foncier Plus. Et ensuite, aujourd'hui, on a développé France Foncier Plus et on est en train de réfléchir à développer un module complémentaire à France Foncier Plus qu'on a appelé Friche Plus, qui est un outil grâce à un financement qu'on a de la Commission européenne. Et là, l'objectif, ce sera vraiment d'avoir une vision des friches économiques et agricoles plus précise, avec 3 volets. Un premier volet qui sera vraiment la pré-identification et la cartographie des fiches industrielles et agricoles, et on travaillera avec nos collègues du CEREMA sur ces sujets également pour s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà comme information sur le sujet. Ensuite, vraiment caractériser les données sur le terrain, travailler sur des expérimentations avec des EPCI volontaires pour vraiment mieux connaître les terrains et avoir le maximum d'indicateurs sur chacun de ces terrains. Et ensuite, mettre toutes ces informations également dans un outil digital qui pourra être utile pour les collectivités locales. Je vois qu'il y a des questions, je vais y répondre à l'écrit et puis si besoin, on pourra en reparler à la fin du webinaire. Peut-être une première question
directement quand même, en fait, Ok, ouais, de Clarisse Vitel qui demande, en fait, oui. sur Foncier Plus, est-ce qu'un acteur privé peut se faire référencer, en fait, si on a une friche dont on est propriétaire, comment ça marche et à qui on s'adresse très opérationnellement? Oui, alors pour les acteurs privés, on est en train d'ouvrir France Foncier Plus aux acteurs privés pour qu'ils puissent également faire référencer des friches. Et je vais vous mettre le contact. Je vais chercher l'adresse email exacte. Je vais vous mettre le contact des personnes à qui écrire pour donner ces informations. Super, merci beaucoup. Peut-être si on prend quelques... Il y a quelqu'un qui demandait, et la plateforme Cartofriche, en fait, Oui, enfin vraiment, avec le CEREMA, on a une collaboration assez importante là, qu'on a développé France Foncier Plus, et donc du coup, justement, on est en train de voir ensemble comment on peut travailler pour que Cartofriche et Friche Plus s'auto-alimentent et que ça converge ensemble et qu'on se base les uns sur les autres. Donc on va travailler ensemble. très bien. Merci beaucoup. Peut-être on va reprendre quelques questions un peu issues aussi de la présentation précédente avant de sauter dans Urban Vitalis. On a eu quelques questions sur le fonds de transition juste. Enfin, comment est-ce qu'on a sélectionné les territoires? Quelle est la logique derrière? Et je vois que Valérie, tu as apporté une première réponse très claire, mais peut-être pour tout le monde. En gros, l'idée, c'est que il faut quand même concentrer les ressources sur certains territoires qui présentent des vulnérabilités vraiment spécifiques. Donc, on évite le saupoudrage. On est vraiment dans une logique très territorialisée d'intervention, et on choisit des territoires qui sont en gros très dépendants aux énergies fossiles, qui concentrent sur un territoire relativement limité une grande proportion des émissions nationales. Enfin, si on prend par exemple, pas très loin de chez nous, ici à Marseille, le complexe industriel-portuaire de Fos, c'est 17% des émissions nationales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la densité, si vous voulez, des émissions concentrées sur un territoire. Et troisième aspect, vraiment un aspect social, c'est-à-dire les territoires dont on identifie une grande vulnérabilité sociale liée à l'abandon d'un certain nombre d'activités et des très grands défis finalement de reconversion de ces personnels. Et tout ça, ça nous a donné finalement des tableaux assez complexes et puis quelques territoires qui sont sortis. Il y a eu des discussions entre la France et la Commission européenne et ça a abouti aux territoires que vous voyez qui ont vocation à être concentrés. Attention, quand on dit telle région, c'est pas toute la région. Ce sont des territoires spécifiques au sein de ces régions qui présentent ces caractéristiques. Parfois, c'est des communautés de communes, parfois ça va jusqu'au niveau départemental, mais en tout cas c'est très ciblé. Et c'est pour ça qu'on n'a pas toute l'Île-de-France, par exemple, parce que ça, au final, ça ne rentrait pas dans ces critères. Une question peut-être plus haut dans le chat sur la possibilité de cumuler la partie fonds friche, enfin fonds vert maintenant, avec les financements de la politique de cohésion. En synthèse, oui, c'est possible si les deux financements ne viennent pas financer la même action. Mais on peut tout à fait imaginer dans le développement d'un projet d'avoir un séquençage un peu intelligent où on va aller prendre du fond vert pour dépolluer, réhabiliter et puis avoir une deuxième séquence de projet qui va aller chercher du FEDER pour reconvertir. Et voilà, donc ça c'est typiquement des choses qui sont possibles. Enfin, Valérie, j'espère pas avoir dit de bêtises, mais en gros c'est ça, oui c'est possible, sous réserve de ne pas se retrouver à double financer les mêmes actions. Voilà, qui est un principe quand même qui est toujours le cas quand vous pensez articulation, fonds nationaux et fonds européens. Peut-être pour Valérie, on avait une question sur les fonds structurels. Quel type de structures peuvent candidater? Est-ce qu'il y a des choses particulières à garder en tête pour les porteurs de projets? Alors, pour candidater, les régions, pour identifier la disponibilité de ces fonds, soit elles vont lancer des appels à projets. Donc là, vous allez pouvoir donc candidater en tant que tel,
soit elle procède par ce qui s'appelle le fil de l'eau. Donc là, c'est plutôt à vous de rentrer en contact avec la région, de vous manifester et de présenter votre projet. Deuxième peut-être question dans cette question, c'est qui le profil type? Qui peut candidater? Ça peut être des collectivités. Vous avez vu ce que j'ai présenté, la plupart, c'est des projets qui sont portés par les collectivités, communes, EPCI, départements, qui du coup sollicitent ces fonds européens. Ça peut être des fois des acteurs privés, mais là aussi s'applique le principe du pollueur-payeur. Donc si c'est voilà, une emprise foncière détenue par un privé, ça va être à lui de réaliser en partie la dépollution. Mais les fonds européens pourront intervenir sur repenser l'espace, de la réaffectation, des investissements, notamment d'infrastructures. Il y a plusieurs personnes qui... Oui, on a un écho assez étrange. Peut-être que tu pourras vérifier si tu n'as pas, je sais pas, 2 micros ouverts ou en tout cas, on va pouvoir. Enfin, on t'a entendu. En tout cas, de mon côté, c'était audible avec un écho, mais le propos était là. Très bien, on va avancer du côté d'Urban Vitalise. Raphaël, je vous laisse la main. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Raphaël Hakim et aujourd'hui avec Anouk Jeannot, on va vous présenter le service public Urban Vitalise. Donc, il y a un service qui a été créé il y a à peu près 5 ans et qui est porté par le CEREMA et la DGALN. C'est un service qui est public et gratuit et qui est à destination des collectivités sur leurs projets de friche. Et on peut passer la slide. C'est un service qui est né parce qu'on est dans un contexte de mise en œuvre du ZAN et que donc les friches apparaissent comme une ressource foncière à privilégier. Et on sait qu'il y a des subventions pour ces projets, comme on vient de le voir. Il y a des acteurs locaux compétents qui sont là pour accompagner les collectivités et il y a des outils et de la méthodologie qui est disponible, mais que tout ça n'est pas forcément très visible pour une collectivité de petite taille qui n'est pas forcément outillée pour prendre en main ce genre de projet qui est, on le sait, souvent complexe et long. Et donc, c'est un peu l'enjeu d'Urban Vitalise, c'est de rendre ça, on l'espère, un peu plus lisible et de donner des premières clés pour lancer un projet de revitalisation de friches. Donc, nous, l'aiguillage qu'on propose, on pouvait rester sur celle d'avant, il est c'est à la fois une plateforme numérique, mais c'est aussi et surtout un accompagnement qui est humain, parce que c'est important de le souligner, pour chaque dossier qui est déposé sur la plateforme, en fait, il y a 2 urbanistes, Anouk et moi, qui sommes là pour vous aiguiller avec un temps d'échange qui est prévu pour cerner au mieux vos besoins. Et donc, il y a nous deux, mais il y a aussi des acteurs locaux volontaires, parce que c'est un outil qui se veut collaboratif et qui permet à tout acteur local qui souhaiterait aiguiller une collectivité de le faire via la plateforme. Comme acteur local, on a des DDT, des EPF, des régions qui permettent aussi de vous tenir informés des actions possibles sur vos friches. Et on peut passer la slide. Juste pour vous donner un ordre de grandeur de notre action aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 550 sites à travers la France, ce qui représente environ 15 dossiers par mois. Et le cœur de cible d'Urban Vitalise, ce sont les petites collectivités en manque d'ingénierie, et ce qui se traduit dans la taille des collectivités qu'on a pu accompagner, avec 70% de communes de moins de 5000 habitants et un peu moins de la moitié qui sont des petites villes de demain. L'idée, c'est que ce soit un outil qui soit le plus simple possible avec un parcours en 3 étapes. La première étape, c'est la collectivité qui nous sollicite. La deuxième étape, c'est qu'on prend un temps d'échange pour échanger. Et la troisième étape, c'est qu'on va vous mettre des fiches ressources dans votre dossier en ligne. Donc, ça peut être des aides comme le Fonds vert, les appels à projets régionaux, les aides européennes, comme on a pu le voir, ou des acteurs locaux pertinents, donc parfois la Banque des Territoires, le CAUE ou autres, ou des procédures qui nous paraissent adaptées au projet et aux besoins que vous avez exprimés lors de cet échange. Et il y a parfois une quatrième étape. Si de nouveaux sujets apparaissent, vous pouvez nous ressolliciter ou mettre à jour votre dossier pour que des nouvelles informations soient partagées à toutes les personnes qui ont accès au dossier et qu'on puisse vous accompagner une nouvelle fois. Donc, là, on vous a présenté un peu la grande variété des friches qu'on a sur Urban Vitalise. Donc, c'est vrai que la définition, comme on le voyait en introduction, est très large.
il n'y a pas de surface minimum, il n'y a pas de durée d'inactivité minimum, il n'y a pas d'usage antérieur défini, il n'y a pas besoin que la collectivité soit propriétaire ou autre. C'est vrai que là, la majorité pour l'instant des collectivités qu'on accompagne, c'est sur des friches qui sont industrielles, parce que c'est un peu l'imaginaire principal qu'on a. Mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples d'habitations, de commerces, d'anciennes écoles qui ferment, de garages en centre-ville. Donc vraiment, la définition est large et vous pouvez déposer un dossier si vous rentrez dans ces critères-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend juste pas les friches agricoles pour rester un peu dans cette idée du ZAN. Et on a mis aussi un peu, pour illustrer les sollicitations qu'on peut avoir, on vous a mis les thématiques qui reviennent souvent. Donc, les questions du financement, évidemment, c'est très souvent, c'est 3/4 généralement des demandes. Donc, on regarde ensemble quelles sont les aides qui peuvent s'appliquer. Et après, on peut regarder aussi toutes les autres questions. Ça peut être du financement, de la maîtrise foncière, du montage de projet, des questions de programmation. Et l'idée, après, c'est de pouvoir mettre en face de ces problématiques des aides, des contacts, des outils, des cahiers des charges qui pourraient justement débloquer un peu cette situation. Là, on vous a mis un exemple aussi rapidement, mais après, Anouk pourra vous montrer sur la plateforme comment ça se traduit un dossier en ligne. On peut passer à la slide d'après, qui est donc là l'exemple d'une collectivité qui nous sollicite. Et donc, c'est de se dire que là, aujourd'hui, la collectivité de Sognac et Muret nous demande des questions parce qu'elle a besoin d'aide pour l'ingénierie et le montage du projet, ainsi que pour la réflexion financière. On a pu échanger avec elle. Et après, ce qu'on a pu lui mettre sur la plateforme, c'est donc un acteur qui peut l'aider dans sa relation entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Ça peut être de se dire comment on peut mettre en place un cahier des charges pour solliciter des prestataires et aussi des aides. Et donc là, on avait pu lui flécher des aides européennes et qui étaient disponibles pour son projet et qui correspondaient. Et Anouk vous montrera tout à l'heure sur la plateforme un peu à quoi ressemble un dossier sur la plateforme. Et pour finir, pour bien définir notre cadre d'intervention, c'est un peu là qu'on présente les limites de prestation de notre accompagnement, parce qu'on est là pour vous aider à identifier les acteurs locaux, à mettre autour de la table, à définir une méthodologie, les études à réaliser ou identifier qui pourra réaliser des études pour vous, et bien sûr l'incontournable recherche de financement. Mais en revanche, on a un outil numérique, on est 2 urbanistes pour toute la France, donc on n'a pas vocation à se déplacer sur le territoire, on n'a pas vocation à réaliser les études et on n'est pas un AMO qui va vous accompagner sur le temps long et qui pourra être présent aux réunions de négociation ou aux différents COTEC ou COPIL. Donc nous, on est vraiment situé en phase amont pour débloquer un peu les sujets quand vous les rencontrez au début de votre projet. Mais après, pour la phase opérationnelle, nous, on n'intervient plus. Et donc, je vais laisser là à nous vous présenter l'outil pour que ce soit un peu plus concret, que vous puissiez vous projeter sur à quoi ressemble un dossier en ligne. Merci, bonjour à tous. Je vais donc vous partager mon écran pour qu'on navigue, pour que vous ayez une petite idée de à quoi ça ressemble concrètement pour nous solliciter. Et je le reprécise parce que je crois que Raphaël l'a dit, mais on nous pose souvent la question, c'est un service qui est gratuit, hein, ça a été mis en œuvre par le CEREMA, c'est proposé gratuitement pour les collectivités. Donc, normalement, vous voyez mon écran, c'est la page d'accueil Urban Vitalis. Donc, si vous allez sur Internet, c'est ce que vous trouverez. Donc, si vous avez identifié une friche sur votre territoire pour laquelle vous auriez besoin d'aide, parce que vous ne savez pas par où commencer, que vous rencontrez des blocages, qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, vous cliquez sur le bouton demander conseil sur une friche et vous avez un formulaire assez basique. Alors moi je suis connectée, donc on ne me demande pas mon identité, ou on vous demandera aussi juste de donner une adresse mail et des coordonnées. Mais ensuite le formulaire est très très rapide et simple. C'est le nom de la friche, l'adresse si vous la connaissez, et un résumé assez court du contexte de la friche et de pourquoi vous nous sollicitez. Là, je dis assez court parce que vous allez voir, après, vous allez avoir l'occasion de développer un peu plus.
Et enfin, on a une question sur est-ce que vous souhaitez ajouter cette cartographie cette friche à la cartographie publique des friches, donc à la carte aux friches, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Ça nous permet, nous, de faire le lien justement avec l'outil du CEREMA carte aux friches pour que ceux qui souhaitent, les porteurs de projets collectivités qui le souhaitent, puissent avoir la friche qui apparaît aussi sur carte aux friches et que ça alimente toutes les bases de données qui existent aujourd'hui. Et enfin, dernière question qui est plus pour nous, ça nous intéresse de savoir comment vous avez connu l'Urban Vitalis pour qu'on sache comment mieux se faire connaître des petites collectivités. Donc, à l'issue de ce premier formulaire assez simple, si vous cliquez sur suivant, la demande est reçue. On reçoit votre question, votre dossier, et on va vous proposer dans un second temps, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, de remplir un formulaire un peu plus détaillé. L'idée, c'est de vous aider un peu, c'est presque un premier outil méthodologique. L'idée, c'est de vous guider dans le regroupement d'informations sur la friche. Ce deuxième formulaire, il est facultatif, donc si vous avez déjà toutes les infos et que ça ne vous est pas utile, l'idée, c'est pas de vous rajouter du travail, mais on remarque qu'en fait, la plupart des collectivités nous disent que c'est assez précieux et ça les rassure aussi de pouvoir se dire « Ok, je me suis posé toutes les questions, j'ai regroupé les informations ». C'est donc par thématique, donc là, vous avez par exemple cette première question sur la propriété du site. Avec pour chaque question, on précise pourquoi la question est importante. Donc, pour une question comme qui possède les sols et les bâtiments de la friche, je pense que vous pouvez avoir une idée de pourquoi c'est important. Mais on reprécise à chaque fois et où chercher l'information si vous ne la connaissez pas. Presque toutes les questions sont de l'ordre du QCM, donc ça vous permet aussi normalement de gagner du temps. Oui, vous pouvez quand même rajouter une info en commentaire si besoin. Et pour certaines questions, charger des documents. Donc par exemple, si on vous demande est-ce qu'il y a une étude de pollution qui a été faite, vous avez la possibilité de l'ajouter là. Donc il y a vraiment le côté aussi regroupement de l'information qui peut ensuite être partagé, puisque donc je vous montre ensuite la synthèse que ça donne une fois que le dossier est rempli. Si vous avez bien répondu aux questions, vous avez cette petite synthèse d'état des lieux, disons, de la friche au moment où vous nous sollicitez, avec donc chaque catégorie, les réponses données. Et ça peut être partagé tel quel ou imprimé si c'est utile. Et surtout, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'inviter des collègues ou des élus, par exemple, sur le dossier pour qu'ils puissent accéder à ces éléments et aux éléments qui seront partagés aussi ensuite. Donc ça, c'est pour la synthèse. Le dossier, il se présente donc avec des différents onglets que vous voyez là-haut. Si je vais sur l'onglet présentation, c'est le premier, c'est là où il y aura vraiment les premières infos qui ont été renseignées au niveau du tout premier questionnaire, donc avec la localisation de la friche sur une carte et l'adresse en dessous, et le résumé de la demande qui a été faite vraiment au tout début. Sur le côté, vous avez donc les personnes de la collectivité présentes, la possibilité, donc comme je le disais, d'inviter collègues ou élus ou partenaires qui pourraient participer à compléter le dossier ou à être intéressés pour suivre ce qui s'y passe. Et l'équipe de suivi, donc ça va être donc nous côté Urban Vitalis, Raphaël et moi, mais ça peut, comme elle disait, aussi être les services de l'État, notamment donc DDT, DDTM, parfois les EPF aussi peuvent être présents sur les dossiers, les régions en fonction des territoires et de la pertinence d'avoir des interlocuteurs sur le dossier. Donc vous avez cet onglet qui récapitule un petit peu la demande initiale. L'état des lieux, donc comme je le montrais, avec la synthèse un peu plus récapitulative de toutes les informations que vous auriez sur la friche. Un onglet conversation, où là on peut tous échanger, donc que ce soit côté demandeur et côté équipe de suivi. Alors là, ce que je vous montre, c'est un dossier test. Bon, c'est écrit, vous le voyez, mais donc il y a pas mal de monde sur l'équipe de suivi, mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir partager les infos ici, poser des questions. Tout le monde a accès à la même chose. Un onglet fichier où vont être regroupés tous les fichiers qui seraient partagés. Donc, si vous avez partagé des fichiers aussi dans le questionnaire initial, ils peuvent être retrouvés ici. Ça permet pas mal de retrouver l'information facilement. Il y a un espace qui est dédié aux conseillers. Donc ça, en tant que collectivité, vous n'y aurez pas accès, mais ça permet justement aussi de collaborer, nous, avec les services de l'État, avec les autres interlocuteurs, pour se dire ce qui va pouvoir être conseillé et ce qui sera pertinent pour avancer sur ce dossier. Donc, comme le disait Raphaël, à l'issue du dépôt de dossier, nous, on prend toujours un rendez-vous téléphonique ou en visio pour échanger avec la collectivité, comprendre bien le contexte, parce que c'est toujours différent quand on parle à l'oral, comprendre bien le contexte, définir bien les besoins et définir ce qui va pouvoir vous aider à avancer.
Et ensuite, on vous partagera des choses dans cet onglet recommandations. Donc les recommandations, elles peuvent être affichées comme ça sous format liste. Moi, j'aime bien mettre le format tableau parce qu'on voit un peu mieux aussi l'avancée du projet. Ces recommandations, c'est donc ces petites cartes et quand on les ouvre, elles s'affichent avec donc une petite fiche synthétique à gauche qui explique le dispositif, l'acteur qu'on vous conseille, l'outil qu'on vous propose, quoi que ce soit qu'on vous ait suggéré, on va essayer de le synthétiser dans une petite fiche qui est assez pédagogique et qui invite à passer à l'action sur la gauche. Et sur la droite, il y aura un petit commentaire personnalisé pour vous dire pourquoi pour vous spécifiquement ça nous paraît utile. Alors là, je vous montre justement une fiche qui explique un peu comment fonctionne le programme Leader, puisque c'est d'actualité aujourd'hui. Effectivement, typiquement sur les fonds européens, on essaye de vous aider à identifier si chez vous c'est plutôt FEDER, est-ce qu'il y a du FTJ, et quel est le bon interlocuteur? Est-ce qu'on est sur du fonds qui est géré de manière territoriale? Est-ce qu'il faut aller voir du côté de la région? On essaie de vous donner le contact pour que vous puissiez avancer rapidement. Et donc, pour chacune de ces ressources, vous avez la possibilité de commenter pour poser des questions, dire où vous en êtes. Et vous avez ces petits boutons justement pour nous faire un retour aussi. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'à l'inverse, ce n'est pas applicable? Ce qui permet à la fois pour nous de mieux ajuster ce qu'on propose si on voit que des choses ne sont jamais applicables, ça nous donne des indices sur l'utilité. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir cet état d'avancement un petit peu du dossier. Et comme ce dossier peut être partagé aussi côté service de l'État, ça permet à chacun d'avoir le même niveau d'information sur ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui reste à faire. Je vais m'arrêter là parce qu'après il y a d'autres choses d'autres petites fonctionnalités un peu plus techniques, mais là ça vous donne déjà un aperçu de ce qui se passe dans un dossier quand vous nous sollicitez et de ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement. J'arrête mon partage d'écran. Merci beaucoup, merci Raphaël et Anouk. On avait quelques questions, en tout cas une question spécifiquement Urban Vitalise, parce que vous avez insisté sur le fait que, un peu dans votre logique d'intervention, il y avait l'idée d'aller sur des collectivités, des petites collectivités qui n'avaient pas forcément évidemment ces capacités. Mais du coup, on a une question dans le chat, c'est est-ce que ça veut dire que vous n'accompagnez pas un niveau tel que communauté d'agglomération, ou est-ce que c'est juste que vous essayez d'aller vers les petites, mais que évidemment une communauté d'agglo, vous allez quand même échanger et prendre le temps avec elle? Nous, on est ravis d'accompagner toute personne qui nous sollicite. Donc, c'est juste que notre cœur de cible, c'est les petites collectivités parce qu'elles n'ont pas cette ingénierie en interne, mais on a aussi des dossiers avec des villes et des communautés d'agglo. Donc, s'il y a un sujet friche et qu'on peut potentiellement vous accompagner sur le sujet, n'hésitez pas à déposer un dossier. Très bien. On avait une question sur Friche Plus, mais je me demande si on l'a pas déjà évoqué. Question assez basique, mais est-ce que Friche Plus est vraiment en open data? Et on a une question toute récente, est-ce qu'il est vraiment accessible à l'ensemble du public dans sa logique? Je reviens un peu Oui. en arrière, Camille. Oui, bien sûr. Alors, Friche Plus, en fait, il y a France Foncier Plus et Friche Plus. Hein. Ouais. France Foncier Plus, ça existe aujourd'hui. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Là, vous tapez dans votre moteur de recherche France Foncier Plus et vous pouvez y accéder. Et tout le monde a le même niveau d'accès. Il est accessible à tout le monde. Donc ça, c'est sur l'outil France Foncier Plus. Friche Plus, c'est quelque chose qu'on va développer, en fait, qui aujourd'hui n'existe pas encore. Donc aujourd'hui, il est accessible à personne, mais il sera accessible ensuite. C'est simplement qu'on l'a pas encore développé. Et Friche Plus, il sera pas initialement en open data. On verra après comment on le fait évoluer, mais il y a aussi des données parfois un peu sensibles, et des données que les collectivités locales préfèrent conserver à leurs mains. Donc aujourd'hui, il sera pas en open data. Ah, merci Mathieu pour le lien vers France Foncier Plus. Merci Mathieu, effectivement. On avait une question un peu plus générale qui peut s'adresser à chacun d'entre nous, mais peut-être aux collègues d'Urban Vitalis, dans le sens où cette vision d'ensemble des financements et de premier guichet conseil, c'est quand même un peu votre
votre raison d'être, mais on a une question toute basique, c'est si le programme opérationnel régional ne cible pas spécifiquement les friches, en gros, on fait quoi? Est-ce qu'on est bloqué au niveau européen? Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller creuser? Est-ce que vous voulez prendre un peu cette... c'est une question, à mon avis, que vous avez souvent, c'est pour ça que je me permets, mais sinon... Oui, ben en tout cas, c'est jamais complètement peine perdue, déjà en termes de subventions publiques, parce que on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais le fonds vert s'adresse à toutes les collectivités et donc intervient pour réduire quand il y a un déficit d'opération. Normalement, tous les projets ne pourront pas être retenus, mais en tout cas, un projet de recyclage foncier peut être éligible au fonds vert s'il est assez mature. Donc ça, c'est déjà un petit peu le filet de sauvetage. Mais après, par ailleurs, il y a des aides, que ce soit au niveau du conseil régional, que ce soit au niveau parfois du conseil départemental. Alors ça ne va pas forcément être les mêmes enveloppes, mais il peut y avoir des choses. Il peut y avoir aussi des choses en fonction de la destination. Parce que donc là, on part du principe que c'est un projet de reconversion de friche. Donc il peut y avoir des aides pour la reconversion de friche, mais il peut y avoir aussi des aides parce qu'il y a de la création de logements, ou parce qu'il y a un tiers-lieu qui est créé, ou parce qu'on renature. Donc en fonction de cette destination. Et après, au niveau européen, donc là on parle du PO régional, effectivement il y a aussi le programme LEADER qui pour le coup est géré au niveau du groupe d'action locale. Et donc le groupe d'action locale peut avoir défini une stratégie localement qui est différente et avec des axes qui peuvent être mobilisés en fonction des friches. C'est pas les mêmes enveloppes non plus, donc tout, forcément, c'est pas comme une enveloppe FEDER, mais il peut y avoir de quoi aller chercher des aides aux différents échelons. Effectivement, on est aussi là pour aider à identifier qui, quoi, quand, comment. Et après, il peut y avoir aussi d'autres leviers pour équilibrer une opération de reconversion de friche. Effectivement, définir une programmation qui permette d'avoir des recettes, densifier. Bon, voilà, il peut y avoir d'autres choses que juste les subventions publiques. Forcément, c'est des opérations qui coûtent cher, mais il ne faut pas désespérer dès le début. Il y a des choses à faire pour équilibrer. Peut-être un petit mot complémentaire que quand on regarde le programme opérationnel sur les fonds structurels, il faut vraiment penser aux différentes sous-enveloppes. Enfin, il y a des choses évidemment à aller chercher côté FEDER. Côté FTJ, on l'a dit, mais je me demande s'il n'y avait pas parfois chez certains une confusion, comme si c'était seulement si vous étiez éligible au FTJ que vous pourriez aller chercher des financements friches. Il y a aussi des financements friches FEDER hors FTJ, ça c'est important à garder en tête. Et puis sur certains volets d'action, là je pense plus à la partie reconversion, on peut aussi parfois côté FSE, vraiment sur cette dimension-là, aller financer certains éléments derrière si la friche a une vocation sociale au niveau local, etc. Donc déjà, voilà, la partie fonds structurel, elle est un peu plus compliquée. Peut-être un petit point aussi à garder en tête quand même, parce que peut-être qu'on n'a pas été assez clair dans ce propos introductif, mais qu'il y a beaucoup d'argent européen qui est un peu caché derrière certaines choses. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui la Banque des territoires, c'est que il y a de l'argent européen qui transite ensuite via des partenaires, dont la Banque des territoires. Donc quand vous allez chercher de l'equity à la Banque des territoires, du prêt évidemment, il peut et souvent il peut se cacher du financement, du refinancement via la Banque européenne d'investissement sur certaines activités. Donc voilà, on n'a pas cherché à être trop lourd sur cette partie-là, mais si vous avez ces partenaires autour de la table, c'est d'une certaine manière parce que derrière, ce sont des outils aussi européens qui vont au-delà de purement le programme opérationnel de vos fonds structurels. Voilà. Je regarde mes collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait... Ah oui, il y en a une dernière, effectivement, qu'on me signale, peut-être pour Camille, côté Banque des territoires. Alors, c'est plutôt sur les dispositifs vraiment portage de projets fonciers que vous avez mentionné au début, mais quel dispositif vraiment pour le financement de l'acquisition des friches? Ça, qu'est-ce qu'on peut espérer aller chercher vraiment pour structurer le financement de l'acquisition en tant que tel? Pardon, j'ai une question et pour moi, ça a coupé de mon côté. Non, pas de problème. C'était une question qui, à mon avis, est plutôt à relier au dispositif Banque des territoires, Oui, oui. le financement Oui. vraiment de la phase d'acquisition de la friche, donc vraiment le nous, on peut
peut venir aider pour financer cette partie-là. Ouais. Nous, on peut venir via soit nos outils de prêt, le prêt Gaïa territorial, donc ces prêts qui sont de maturité 60 à 80 ans, avec comme taux un taux livret A plus 0,6 à 0,8%. Ça, c'est le prêt. Et puis après, on peut venir aussi en investissement via toutes les filiales de sociétés d'économie mixte, via les EPF, les EPA, etc. Nous, on est toujours financeur en minoritaire quand on fait de l'investissement. Donc, on prendra seulement une partie, bien sûr, du projet dans lequel on pourra investir. On créera une société de projet pour porter ce projet et on investira là-dedans. Mais c'est quelque chose qu'on fait de manière très, très, très classique. Après, la question, c'est vraiment comment on arrive à trouver un modèle économique. C'est ça qui est parfois difficile sur ces sujets fonciers et notamment friches. Comment on arrive à trouver un modèle économique. C'est pour ça qu'il y a le fonds friche et les autres dispositifs de subvention qui existent. Nous, on vient vraiment en financement, en prêt ou en investissement. Donc, on attend un remboursement ou un taux de retour sur investissement pour un investissement. Mais en tout cas, on est vraiment prêt à étudier tous vos projets, tous ces projets de friche. N'hésitez pas à contacter sur notre site. Vous avez tous les coordonnées des directions régionales. N'hésitez pas à les contacter. Je ne les ai pas mises dans la présentation, mais n'hésitez pas à les contacter et ils vous accompagneront. C'est vraiment des projets très classiques qu'on finance chez nous. Donc, on a l'habitude d'accompagner ça et ils sauront, suivant chaque projet, vous conseiller au mieux sur la typologie de projet. Pierre, votre micro est coupé, je crois. Désolé, ça m'arrive littéralement plusieurs fois par jour. Je n'y arrive pas. Peut-être deux dernières questions avant de couper. La première, qui est une question assez basique, mais très bonne, c'est concrètement, si on a un projet, on parle à qui en premier parmi toutes ces personnes dont on vient d'entendre plein de choses aujourd'hui? J'aurais tendance à dire Urban Vitalise, étant donné un petit peu votre rôle d'accompagnement un peu global sur l'ensemble des sujets, mais n'hésitez pas à me contredire. Et deuxième question, on a une question de Sonia Bourgoin qui dit, avec toutes les discussions qu'on a sur l'après 2027, sur le nouveau budget européen, pour ceux d'entre vous qui suivent un petit peu ces discussions, c'est vrai qu'on est déjà en train de se projeter aujourd'hui dans ce à quoi ces fonds vont ressembler. Simplement garder en tête que ça, ce sont des discussions, parce que Sonia mentionne cette idée de fusionner ces différents fonds structurels, de ne pas aller plus vite que la musique, je dirais. Enfin, on a encore une période de programmation qui dure. On parle là de l'après 2028. Donc, pour les projets aujourd'hui, 2025, 2026, 2027, les projets qui sont matures à ce stade, pas d'inquiétude particulière à avoir. Et puis, j'ai envie de dire, pour l'après 2028, on aura le temps d'y voir un peu plus clair. Voilà. Merci beaucoup. Merci surtout à tous nos intervenants pour la concision et la clarté du propos. Et bon courage à vous tous pour le portage de vos projets de friche. Et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.